Bouche, dents et la langue humaine. Dans ce module, vous apprendrez à prendre soin de la bouche, de la langue et des dents des aînés, à identifier et à résoudre les problèmes buccaux courants, à nettoyer et à maintenir l'hygiène buccale, et à apprendre à signes qui indiquent la nécessité de soins dentaires professionnels. Regardons le module. La bouche, qui comprend les dents et la langue, est une ouverture ovale à l'intérieur du crâne entre les mâchoires. Nous aide à remplir les fonctions importantes de manger et de parler. Les dents nous aident à mordre, mâcher et broyer la nourriture avant de l'avaler. Ils nous aident également à parler et à fournir un soutien aux muscles du visage. La langue est un organe sensoriel qui nous aide principalement à goûter la nourriture. Il facilite également l'amâchage, l'aval et la parole. Regardons maintenant les différents types de dents dans la bouche. Un adulte a 32 dents permanentes, dont 16 sur la mâchoire supérieure et 16 sur la mâchoire inférieure. Pour exprimer l'ordre des dents, nous les divisons en 4 cadrans et utilisons la formule montrée. Pour comprendre la disposition des différents types de dents, utilisons une formule spécifique. Dans chaque quadrant, il y a 4 types différents de dents. 2 incisives, un canin, 2 prémolaires et 3 molaires. Les incisives ont une surface mince et plane et sont principalement utilisées pour mordre et couper les aliments. Les canins ont une pointe pointue et sont utilisés pour déchirer la nourriture. Les prémolaires et les molaires ont une surface large et plate et sont plus grandes et plus fortes que les autres dents. Les molaires sont plus volumineuses que les prémolaires. Ces 2 types de dents sont utilisés pour mâcher, broyer et broyer les aliments. Les dernières molaires de chaque côté de la bouche, tant dans la mâchoire supérieure que inférieure, sont appelées dents de sagesse. Les dents de sagesse apparaissent à l'âge de 17 à 26 ans. Remarquez que les 4 dents de sagesse sont représentées par le chiffre 8 dans chaque cadran. Certains adultes peuvent avoir les 4 dents de sagesse, tandis que certains ne en ont peut-être pas. Tous les types de dents ont une structure similaire. Jetons un coup d'œil à la structure d'une dent. La partie visible d'une dent est appelée couronne. La partie de la dent intégrée dans la mâchoire et invisible est connue sous le nom de racine. Les gencives aident à fixer la dent à la mâchoire. La couche extérieure solide et lisse de la dent est appelée l'émail. La dentine est la couche sous l'émail. Il soutient l'émail et absorbe la pression de la date lorsque nous mordons, mâchons ou broyons. La dentine est sensible aux aliments et boissons très chauds ou froids. Cela est dû aux nerfs qui touchent la dentine et envoient les sensations au cerveau. Le ciment est une couche de tissu osseux qui recouvre la racine. Cela aide à attacher la dent aux os de votre mâchoire. Au centre de la dent se trouve la pulpe. Il contient des vaisseaux sanguins pour nourrir la dent et les nerfs qui transmettent des signaux au cerveau. Regardons maintenant la structure de la langue. La langue est composée de muscles et est recouverte de tissus roses humides appelés muqueuses. La langue est attachée à l'os hyoïde de la gorge, à l'arrière de la bouche. Une mince couche de frédulum tissulaire relie la langue au fond de la bouche. C'est ainsi que la langue reçoit l'approvisionnement sanguin.
La langue a de petites bosses appelées papilles qui donnent à la langue une texture rugueuse. Les papilles aident à saisir la nourriture et à le déplacer pendant la mâchage. Il y a de nombreuses papilles gustatives sur la langue. Ces papilles gustatives ont de petites cellules ciliées sur le dessus et sont connectées aux nerfs. Chaque papille gustative peut détecter les prégoûts. Ces papilles perçoivent les saveurs douces, acides, salées et amères. Voyons comment la langue nous aide à goûter la nourriture. Lorsque nous mangeons ou buvons, les poils sur les papilles gustatives détectent le goût et envoient des signaux aux nerfs connectés aux papilles gustatives. Ces nerfs transmettent les signaux au cerveau. Le cerveau interprète les signaux et nous goûtons une nourriture ou une boisson. Passons en revue ce que nous avons appris sur la bouche. Un adulte a 32 dents permanentes. Dans chaque quadrant, il y a 2 incisives, un canin, 2 prémolaires et 3 molaires. La partie visible de la dent est la couronne et la partie intégrée dans la mâchoire est la racine. La gencive aide à fixer la dent à la mâchoire. Les composantes d'une dent incluent l'émail, la dentine, le sément, la pulpe, les nerfs et les vaisseaux sanguins. La langue est attachée à l'os hyoïde, dans la gorge et au bas de la bouche, par le frein de la langue. Les petites bosses sur la langue, appelées papilles, contiennent des cellules gustatives, des nerfs et des vaisseaux sanguins. Chaque papille gustative peut détecter les avant-goûts, qui sont doux, aigres, salés et amers. Le processus suivant décrit comment nous pouvons goûter la nourriture. Les poils sur les papilles gustatives détectent le goût. Il envoie des signaux aux nerfs. Les nerfs conduisent les signaux gustatifs au cerveau. Le cerveau interprète les signaux et nous goûtons une nourriture ou une boisson. Peau, cheveux et ongles. Dans ce module, vous apprendrez les techniques de soins de la peau, des cheveux et des ongles d'un aîné, de reconnaissance et de traitement des problèmes courants, de promotion de l'hygiène et de la santé globale et d'utilisation de produits et d'outils appropriés pour les soins. Regardons le module. La peau, les cheveux et les ongles agissent non seulement comme une interface entre notre corps et notre environnement, mais ont également de nombreuses autres fonctions. D'abord, examinons les fonctions et la structure de la peau en détail. La peau couvre et protège les muscles, os, nerfs, organes et vaisseaux sanguins à l'intérieur de notre corps. La peau est également l'un des organes sensoriels qui nous aide à ressentir tout ce que nous touchons. Il joue un rôle important dans l'élimination des déchets dans le corps et la régulation de la température corporelle par la transpiration. La peau est composée de 3 couches qui sont l'épiderme, le derme et la couche sous-cutanée. L'épiderme est composé de 3 types de cellules, les kératinocytes, les mélanocytes et les lunanes, chacune ayant des rôles spécifiques. Les kératinocytes produisent une protéine kératine qui aide à créer les couches de peau. Les mélanocytes produisent un pigment de mélanine qui donne de la couleur à notre peau et nous protège contre les rayons soleillés nocifs. Les Langerhans protègent le corps contre les infections. De nouvelles cellules cutanées se forment régulièrement dans la partie inférieure de l'épiderme. Ces cellules se déplacent vers l'épiderme et les anciennes cellules de la peau sont dépassées. Cela s'appelle le processus de régénération cutanée.
Le derme est constitué de tissus conjonctifs qui contiennent deux types de protéines. Le collagène, qui donne de la force à la peau, et l'élastine, qui aide la peau. Le derme contient les glandes sébacées, qui produisent de l'huile appelée sébum, et les glandes sudoriques, qui produisent la sueur. La sueur et le sébum sont expulsés des pores pour atteindre la surface de l'épiderme. Le sébum maintient la peau lubrifiée et imperméable, tandis que la sueur refroidit le corps. Le derme, quant à lui, contient des vaisseaux sanguins, des nerfs et les follicules pileux. Les nerfs ont différents types de terminaisons appelées récepteurs, qui sont sensibles à la chaleur, au froid, à la douleur, au toucher et à la pression. La couche sous-cutanée de la peau est principalement composée de graisse. Cette couche joue un rôle crucial en absorbant les chocs, régulant la température corporelle et en fixant la peau aux muscles et tissus sous-jacents. Regardons maintenant comment nous ressentons quelque chose que nous touchons. Lorsque nous touchons quelque chose, disons que c'est chaud, les récepteurs détectent le toucher et envoient des signaux à la moelle épinière puis au cerveau. La moelle épinière initie un réflexe défensif, comme s'éloigner d'une surface brûlante dans ce cas. Puis les signaux vont au cerveau, qui interprète ce qui s'est passé. Jetons un coup d'œil aux fonctions et à la structure des cheveux. Les cheveux protègent la peau et la gardent au chaud en préservant la chaleur. Les cheveux du nez et autour des oreilles et des yeux les protègent de la poussière et d'autres particules. Les cheveux poussent à partir de la racine ou de la papille dans la couche sous-cutanée. Sous la papille, il y a des vaisseaux sanguins qui nourrissent les cheveux. L'arbre de cheveux croît du derme à travers un petit tube appelé follicule pileux. La plupart des follicules pileux sont attachés à une glande sébacée. L'huile excrétée par ces glandes atteint le follicule pileux et fait briller les cheveux. Il y a une petite draie musculeuse appelée recta pili attachée à chaque cheveu, qui les fait debout lorsque nous avons peur ou nous ressentons froid. Les cheveux ont également des nerfs autour. Voyons maintenant le processus de croissance des cheveux. Des cellules ciliées se forment aux papilles. Lorsqu'une nouvelle cellule ciliaire se forme, les anciennes cellules remontent à travers la peau. Ces cellules sont coupées de l'approvisionnement sanguin et deviennent mortes. Ces cellules mortes se convertissent ensuite en une protéine dure appelée kératine, qui forme les cheveux. Sous la matrice de barbe libre se trouve la peau à la base de l'ongle d'où l'ongle pousse. Puis les cheveux tombent et les nouveaux cheveux poussent et les remplacent. Regardons maintenant la fonction et la structure des ongles. Les ongles protègent les points des doigts et des orteils contre les blessures. Ils nous aident aussi à gratter et saisir des objets. Le bord libre est la partie de l'ongle que nous pouvons couper. La plaque d'ongle est la partie visible de l'ongle. Le cheveu se détache de la papille dermique. C'est la seule partie vivante de l'ongle et contient des nerfs et des vaisseaux sanguins. La peau rugueuse qui entoure l'ongle à la matrice est appelée cuticule. Il protège la matrice contre les bactéries envahissantes et les dommages physiques. Observons maintenant le développement d'un ongle. Les cellules épidermiques, sous la matrice, se divisent pour former de nouvelles cellules. Les anciennes cellules se déplacent vers le haut de la matrice et sont coupées de l'approvisionnement sanguin.
À mesure que plus de cellules sont générées, l'ongle est poussé vers l'avant et l'ongle grandit plus longtemps. Résumons. Notre peau couvre et protège la structure à l'intérieur du corps, nous aide à ressentir ce que nous touchons, nous aide à éliminer les déchets et nous aide à réguler la température corporelle. Les 3 couches de peau sont l'épiderme avec des mélanocytes, des kératinocytes et des languans, le derme avec des tissus conjonctifs, des glandes sous-cutanées, des glandes sudores, des poils, des vaisseaux sanguins et des nerfs, et la couche sous-cutanée avec des graisses, des nerfs, des vaisseaux sanguins et des papilles. Les récepteurs de la peau détectent ce que nous touchons et envoient des signaux au cerveau par la moelle épinière. Les cheveux offrent une protection à la peau, au nez, aux oreilles et aux yeux, tout en aidant à maintenir la chaleur de la peau. Les principales parties d'un cheveu sont la papille, le follicule et l'arbre cheveux. Le processus de croissance des cheveux est le suivant. 1. Les cellules ciliées aux papilles se divisent et forment de nouvelles cellules ciliées 2. Les anciennes cellules se déplacent vers le haut et sont coupées de l'approvisionnement sanguin 3. Ces cellules mortes sont converties en kératine. Nos ongles protègent les points des doigts et des orteils et aident à gratter et à cueillir des objets. Le processus de croissance des ongles est le suivant. 1. Les cellules épidermiques sous la matrice se divisent pour former de nouvelles cellules. 2. Les anciennes cellules se déplacent vers le haut et sont coupées de l'approvisionnement sanguin. À mesure que davantage de cellules sont produites, l'ongle continue de pousser vers l'avant, allongeant ainsi l'ongle. L'oreille et l'audition. En ce module, vous apprendrez à comprendre les changements et les problèmes auditifs chez les aînés, à identifier et à résoudre la perte auditive, à utiliser et à entretenir les appareils auditifs. Regardons le module. Les oreilles sont l'organe sensoriel qui nous permet d'entendre. Ils nous aident également à maintenir l'équilibre de notre corps. Pour en apprendre à connaître l'oreille, regardons d'abord les différentes parties de l'oreille. La structure de l'oreille peut être divisée en oreille extérieure, oreille moyenne et oreille intérieure. L'oreille extérieure se compose de la pince, de la partie visible de l'oreille et du canal auditif externe qui est attaché à la pince. Le canal auditif externe produit de la cire oreilleuse qui piège les particules de poussière. Il produit également des produits chimiques pour protéger l'oreille contre les infections. L'oreille moyenne se compose d'une membrane tympanique très mince, ou le tympane, et de 3 petits os appelés ensemble les ossicules auditifs. Les 3 os sont le marteau, l'enclume et l'étrier. La trompe d'Eustache relie l'oreille moyenne au nez et à la gorge. Il agit comme une valve et garantit que la pression d'air des 2 côtés du tympan est la même. Ce tube est principalement ouvert pour permettre le passage de l'air. Lorsqu'il est fermé, il s'ouvre à nouveau par des activités telles que le baillage, l'aval et l'amachage. L'oreille intérieure se compose d'une structure enroulée appelée cochléaire, le vestibule et 3 canaux semi-circulaires. La cochlée aide à l'audition.
tandis que le vestibule et les canaux semi-circulaires aident à maintenir l'équilibre du corps. Toutes ces trois structures sont remplies de fluide et revêtues de millions de cellules ciliées sensibles et minuscules qui sont connectées aux nerfs. Le vestibule est attaché au nerf vestibulaire et la cochlée est attachée au nerf cochléaire. Ces nerfs se connectent au cerveau. Comprenons maintenant comment nous entendons. Le son transmet sous la forme d'ondes sonores. Ces ondes sonores sont reçues par Pineur et dirigées vers le canal auditif externe. D'ici, les ondes sonores atteignent le tympan et le font vibrer. Les vibrations se propagent au marteau, puis à l'enclume et enfin à l'étrier. L'étrier transfère ensuite les vibrations vers la cochlée en poussant contre elle. Cela déplace le fluide dans la cochlée, provoquant le déplacement des cellules des cheveux fins et envoyant des signaux au cerveau par le nerf cochlée. Le cerveau interprète les signaux, permettant à la personne d'entendre le son. Comprenons maintenant comment l'oreille maintient l'équilibre du corps. Le vestibule, utilisant de minuscules cellules ciliées sensibles aux mouvements linéaires, aide le cerveau à comprendre tout mouvement linéaire de la tête. Les canaux semi-circulaires, utilisant de minuscules cellules ciliées sensibles aux mouvements angulaires, aident le cerveau à comprendre tout mouvement si la tête se déplace sous un angle. En résumé, la structure de l'oreille peut être divisée en oreille externe, avec canal auditif, pineur et externe, oreille moyenne avec le tympan, ossicule auditif et trompe d'Eustache, oreille intérieure avec vestibule cochléaire et 3 canaux semi-circulaires. Le processus suivant décrit comment nous entendons. L'oreille externe guide les ondes sonores vers le tympan. Le tympan vibre et transfère les vibrations aux ossicules auditives. Les ossicules auditives transfèrent les vibrations vers la cochlée. Le fluide à l'intérieur de la cochlée se déplace. Les cellules ciliées se déplacent et envoient des signaux au cerveau. Le cerveau interprète les signaux et nous percevons les sons. Le vestibule aide le cerveau à détecter les mouvements linéaires de la tête. Les canaux semi-circulaires aident le cerveau à comprendre tout mouvement si la tête se déplace sous un angle. L'œil et la vision. Dans ce module, nous explorerons les problèmes de vision courants chez les aînés, des méthodes pour préserver la santé de la vision, adapter l'environnement pour aider à la perte de vision et reconnaître les symptômes pour demander une assistance professionnelle. Regardons le module. Les yeux sont un organe sensoriel important qui nous aide à voir. Certaines parties de l'œil nous sont visibles tandis que d'autres ne le sont pas. Regardons d'abord les parties des yeux qui nous sont visibles. Les yeux sont situés à l'intérieur d'une zone creuse, à l'intérieur du crâne appelée la cavité oculaire. Les paupières et les cils protègent les yeux. La partie blanche de l'œil
est la scléra, qui couvre et protège les yeux. La partie centrale sombre des yeux est la pupille. C'est une ouverture à partir de laquelle la lumière pénètre dans les yeux. L'anneau coloré autour de la pupille est appelé l'iris. Les muscles de l'iris aident à rendre la pupille plus grande dans la lumière faible et plus petite dans la lumière brillante. La conjonctivité est une couche transparente qui couvre les yeux et la partie intérieure des paupières. La conjonctivité produit du mucus qui lubrifie et protège les yeux et les paupières. Regardons maintenant les parties intérieures des yeux qui ne nous sont pas visibles. Dans cette coupe transversale, la conjonctive est visible. Cette section montre aussi l'iris, la pupille et la cornée. Un boulement transparent est situé devant les yeux. Au-dessus de l'iris et la cornée pupille rend notre vision plus claire. La lentille se trouve derrière l'iris. La lentille est suspendue par des fibres reliées aux muscles ciliaires. Les muscles ciliaires changent la forme de la lentille pour aider l'œil à se concentrer sur les objets. L'espace entre la cornée et l'iris est la chambre antérieure. Cette chambre est remplie d'un fluide transparent appelé humour aqueux, qui nourrit l'œil et le maintient en bonne santé. La partie interne de l'œil est appelée la chambre vitrée. Il est rempli d'un liquide transparent comme gel appelé humour vitreus, qui donne la forme ronde aux yeux. La rétine est la surface intérieure de l'arrière du globe oculaire. Il contient de nombreuses cellules nerveuses. Ces cellules, appelées photorécepteurs, convertissent la lumière en signaux qui peuvent être compris par le cerveau. Les photorécepteurs sont de deux types, des tiges et des cônes. Les bâtonnets aident à voir en noir et blanc. Les cônes aident à voir les couleurs. Le noyau optique, situé à l'arrière de l'œil, transmet les signaux des tiges et des cônes au cerveau. L'apport sanguin de l'œil entre et sort également de l'arrière de l'œil. Comprenons maintenant comment nous voyons lorsque la lumière est réfléchie par un objet. La cornée plie les rayons lumineux entrants avant qu'ils pénètrent dans l'œil à travers la pupille. Ensuite, le rayon de lumière atteint la rétine. Les photorécepteurs de la rétine convertissent la lumière en signaux et les envoient au cerveau par le nerf optique. Le cerveau interprète ensuite l'image, nous permettant de voir l'objet. La partie de la rétine où le nerf optique se connecte à l'œil est appelée la zone aveugle. Le point aveugle n'a pas de tige et de cône, donc si une lumière réfléchie frappe ce point dans la rétine, nous ne voyons aucune image. Il y a une petite zone vers le centre de la rétine connue sous le nom de maculaire. Lorsque la lumière frappe maculaire, nous pouvons voir clairement, car il y a beaucoup de cônes dans cette région. À l'intérieur maculaire, il y a une petite fosse appelée fovea, qui ne contient que des cônes. Notre vision est la plus nette lorsque la lumière réfléchie d'un objet frappe la fovea. Les yeux sont situés dans l'orbite oculaire. Le clairier couvre et protège les yeux. La lumière pénètre dans l'œil par la pupille. Les muscles de l'iris aident la pupille à changer de forme. La conjonctive sécrète du mucus pour lubrifier et protéger les yeux et les paupières. La cornée aide à rendre la vision plus claire. La lentille et les muscles ciliaires aident l'œil à se concentrer sur les objets.
L'humour aqueux dans la chambre antérieure nourrit l'œil et le maintient en bonne santé. L'humour vitreuse dans la chambre vitreuse donne la forme ronde aux yeux. Une image claire peut être vue lorsque la lumière réfléchie d'un objet frappe le maculaire. Le processus suivant décrit comment nous voyons les objets. Lorsque la lumière se réfléchit d'un objet, la cornée plie les rayons de lumière avant d'entrer dans l'œil. À travers la pupille, la lumière frappe la rétine. Les tiges et les cônes de la rétine convertissent la lumière en signaux. Le nerf optique transmet les signaux au cerveau. Le cerveau interprète l'image, nous permettant de voir l'objet. Le système nerveux. Dans ce module, vous apprendrez à comprendre le système nerveux des personnes âgées, les conditions neurologiques courantes affectant les personnes âgées, reconnaître les symptômes et la détection précoce, stratégies de gestion et de soutien pour la santé neurologique. Regardons le module. Le système nerveux contrôle toutes les fonctions de notre corps. Il nous permet de penser et d'agir selon une situation ou de répondre rapidement grâce à nos réflexes. Comprenons de quoi est fait le système nerveux et comment il fonctionne. Le système nerveux se compose du cerveau, de la moelle épinière et des nerfs. Les nerfs sont constitués de millions de cellules nerveuses appelées neurones, qui reçoivent et transmettent des messages. Les neurones sont connectés entre eux par une jonction appelée synapse. La synapse est l'espace entre deux nerfs. Le cerveau est comme un ordinateur qui décide et dit à la personne quoi faire. La moelle épinière et les nerfs transmettent les messages du cerveau aux parties du corps et vice-versa. Le système nerveux peut être divisé en système nerveux central, avec le cerveau et la moelle épinière, et le système nerveux périphérique, qui comprend les nerfs. Voyons maintenant la structure du cerveau et de la moelle épinière qui forment le système nerveux central. Le cerveau est principalement fait de et est couvert par le crâne. Vu de dessus, le cerveau apparaît comme deux moitiés. La moitié droite contrôle le côté gauche du corps et la moitié gauche contrôle le côté droit du corps. Entre le cerveau et le crâne, il y a des couches de membrane appelées méninges, remplies de liquide céphalo-rachidien. Les méninges et le liquide céphalo-rachidien agissent comme un coussin et protègent le cerveau. Le liquide céphalo-rachidien remplit aussi les espaces à l'intérieur du cerveau et aide à éliminer les déchets. Des réseaux de vaisseaux sanguins nourrissent le cerveau. Le cerveau se compose de trois parties, le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral. Le cerveau ou le cerveau antérieur a une surface ridée et remplit la majeure partie du crâne. Le cerveau peut être divisé en 4 lobes. Le lobe frontal contrôle notre pensée et la prise de décision et façonne notre personnalité. Le lobe pariétal contrôle les sens, le mouvement, la parole, l'imagination, la douleur,
le toucher et l'intelligence. Le lobe occipital contrôle la vision. Le lobe temporal contrôle le langage, la perception et la mémoire. Il y a un système limbique dans le cerveau qui affecte les émotions, la motivation, l'humeur et les sensations de douleur et de plaisir. La glande pituitaire dans le lobe temporal sécrète les hormones qui contrôlent notre croissance, notre métabolisme, notre digestion, notre maturité sexuelle et notre réponse au stress. Le cervelet et le mésencéphale sont situés à l'arrière inférieur du crâne. Le cervelet contrôle et coordonne les mouvements des muscles comme marcher ou balancer les bras et nous aide à équilibrer le corps. Le tronc cérébral est situé en dessous du cerveau et devant le cervelet. Il contrôle et coordonne les actions autonomes de notre corps, comme la digestion, la respiration et les battements du cœur. Le cerveau est directement connecté au nerf crânien qui relie les parties du visage, le cerveau et le tronc cérébral et la moelle épinière. Voyons maintenant. Regardez la structure de la moelle épinière. La moelle épinière est un faisceau de fibres nerveuses constitué de neurones reliés entre eux. Il est attaché jusqu'au tronc cérébral et descend le long du dos. La colonne vertébrale recouvre et protège la moelle épinière. Entre la moelle épinière et la colonne vertébrale, il y a des méninges remplis de liquide céphalo-rachidien, tout comme le cerveau. Sur toute sa longueur, la moelle épinière est attachée à 31 paires de nerfs spinaux qui se connectent aux différentes parties du corps. Voyons maintenant le système nerveux périphérique qui se compose des nerfs. Ce système peut être encore divisé en systèmes nerveux somatiques et autonomes. Les nerfs du système nerveux somatique contrôlent nos actions conscientes, comme applaudir. Les nerfs du système nerveux autonome provoquent des actions que nous ne contrôlons pas consciemment. Ces actions n'impliquent pas le cerveau et sont contrôlées par la moelle épinière. Par exemple, une personne enlevant sa main d'un objet chaud, éternuait, ou le processus de digestion des aliments. Certaines actions autonomes peuvent ne pas impliquer la moelle épinière. Par exemple, cligner des yeux où l'impulsion va directement du nerf crânien au cerveau. Regardons maintenant comment le système nerveux somatique fonctionne avec le système nerveux central pour permettre des actions conscientes. Lorsqu'un neurone dans un nerf reçoit un message d'une partie du corps, il libère des substances chimiques appelées neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs traversent la synapse et transportent le message au neurone suivant. Cela continue d'un neurone à l'autre jusqu'à ce que le message atteigne le cerveau par la moelle épinière ou directement. Le cerveau interprète le message et dirige les parties du corps pour effectuer les actions nécessaires. Par exemple, lorsque vous voyez un insecte sur votre main, le cerveau dit à l'autre main de le chasser. Voyons maintenant comment le système nerveux autonome fonctionne avec le système nerveux central pour permettre les actions autonomes. Lorsqu'un neurone dans un nerf reçoit un message d'une partie du corps, il libère des neurotransmetteurs qui traversent la synapse et transmettent le message au neurone suivant. Cela continue d'un neurone à l'autre, jusqu'à ce que le message atteigne la moelle épinière. La moelle épinière renvoie très rapidement
un message au nerf pour lui indiquer l'action à effectuer. L'action suggérée par la moelle épinière est généralement la même dans des situations similaires. Par exemple, si vous touchez quelque chose de chaud, le nerf envoie le message à la moelle épinière et elle dit aux muscles de la main de retirer la main. Il n'y a aucune réflexion impliquée dans cette situation. En résumé, le système nerveux se compose du cerveau, de la moelle épinière, des nerfs. Le système nerveux est composé de millions de neurones connectés entre eux. Le système nerveux peut être divisé en le système nerveux central avec le cerveau et la moelle épinière, le système nerveux périphérique avec les nerfs. Les parties du cerveau sont le cerveau qui contrôle les organes sensoriels, le mouvement, la parole, l'apprentissage, l'imagination, l'intelligence et la mémoire. Le cervelet qui contrôle les mouvements des muscles. Le tronc cérébral qui contrôle les actions autonomes. Le cerveau est relié à la moelle épinière et aux nerfs crâniens. La moelle épinière est attachée au cerveau et à 31 nerfs spinaux. Le système nerveux périphérique peut être divisé en deux parties. Le système nerveux somatique, impliqué dans les actions conscientes. Le système nerveux autonome est impliqué dans les actions autonomes. Le cerveau contrôle et coordonne toutes les actions conscientes du corps. La moelle épinière contrôle et coordonne certaines actions autonomes. Le système cardiovasculaire. Dans ce module, vous apprendrez à comprendre le système cardiovasculaire des aînés, les affections cardiovasculaires courantes affectant les aînés et à promouvoir la santé cardiovasculaire grâce à des ajustements de mode de vie. Regardons le module. Le système cardiovasculaire est un réseau complexe de vaisseaux sanguins qui commence et finit au cœur. Le sang est le liquide qui coule à travers les vaisseaux sanguins. Le sang transporte des gaz vitaux, des nutriments essentiels et diverses hormones aux cellules des différents organes du corps, tout en éliminant les déchets. Le cœur agit comme une pompe, propulsant le sang dans les vaisseaux sanguins. Le mouvement continu du sang à travers le cœur et le corps est appelé circulation. Analysons comment le sang circule dans l'ensemble du système cardiovasculaire. Le sang désoxygéné, chargé de dioxyde de carbone et d'autres déchets, retourne des cellules à travers différentes parties du corps vers le côté droit du cœur. Ensuite, le sang se déplace du cœur vers les poumons pour y être oxygéné. Dans les poumons, le sang expulse le dioxyde de carbone et prélève de l'oxygène pour devenir oxygéné. Enfin, le sang enrichi en oxygène quitte les poumons pour retourner vers le cœur. Du cœur, le sang riche en oxygène circule vers toutes les parties du corps. Regardons maintenant les différents types de vaisseaux sanguins. Le sang est transporté du cœur vers les différentes parties du corps dans les vaisseaux sanguins appelés artères. Les veines sont les vaisseaux sanguins qui transportent le sang vers le cœur depuis les poumons et d'autres parties du corps.
Les artères sont en outre divisées en artérioles et les veines unies pour devenir des veines. Les vaisseaux sanguins très fins, connus sous le nom de capillaires, relient les vénules et les artérioles. Le sang des artères traverse les artérioles et atteint les capillaires. Les capillaires transmettent les nutriments et l'oxygène du sang aux cellules dans diverses parties du corps. Les capillaires collectent également les déchets et le dioxyde de carbone des cellules et les transmettent au sang. Ce sang coule ensuite vers les veines et enfin vers les veines d'où il atteint le cœur. Regardons maintenant la structure du cœur. Le cœur est situé au centre de la poitrine, entre les poumons, incliné vers le côté gauche. Sa taille est approximativement celle d'un poing serré. Notre cœur est composé de muscles cardiaques et est enfermé dans un sac protecteur appelé péricarde. Le cœur est divisé en 4 chambres, l'oreillette droite, l'oreillette gauche, le ventricule droit et le ventricule gauche. Il y a 2 valves, une entre l'oreillette droite et le ventricule droit et une entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Ces valves sont connues sous le nom de valves auriculaires ventriculaires. Le côté droit du cœur est séparé du côté gauche par un mur appelé septum. L'oreillette droite est reliée à 2 veines, la vena cave supérieure et la vena cave inférieure, qui apportent du sang désoxygéné du corps. Le sang désoxygéné est poussé dans le ventricule droit, d'où il pénètre dans l'artère pulmonaire pour être envoyé aux poumons. La valve pulmonique sépare le ventricule droit des artères pulmonaires et la valve aortique sépare le ventricule gauche de l'aorte. Voyons maintenant comment le cœur pompe le sang. Le sang est pompé par le cœur en 2 phases, diastole et systole. Une diastole et une systole forment un cycle cardiaque. Pendant le diastole, les ventricules sont détendus et le sang oxygéné provenant des poumons se remplissent dans l'oreillette gauche par les veines pulmonaires. Dans le même temps, le sang désoxygéné des autres parties du corps apporté par la veine cave supérieure et la veine inférieure remplissent l'oreillette droite. Les parois des 2 oreillettes se contractent. À ce moment-là, le sang désoxygéné se déverse de l'oreillette droite dans le ventricule droit avec force. En parallèle, le sang riche en oxygène s'écoule également de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche. Pendant la systole, les ventricules se contractent et à mesure que la pression augmente, les valves auriculo-ventriculaires se ferment. Cette fermeture de ces valves spéciales produit un bruit distinct de lobe. Une nouvelle augmentation de la pression ouvre la valve pulmonique et la valve aortique. Ensuite, le sang désoxygéné présent dans le ventricule droit est poussé vers les artères pulmonaires, lesquelles le transportent directement vers les poumons. Au même moment, le sang oxygéné stocké dans le ventricule gauche est dirigé vers l'aorte, depuis laquelle il est distribué vers les différentes parties du corps. Lorsque les ventricules terminent de se contracter, la diastole recommence, les ventricules se détendent et le sang commence à couler dans l'oreillette depuis les veines. Cela ferme la valve aortique et la valve pulmonique. Lorsque ces soupapes se ferment, il produit un son de lube distinct.
Lub et dub ensemble émettent le son que nous entendons lorsque le cœur bat. Résumons. Le système cardiovasculaire est essentiellement constitué de réseaux de vaisseaux sanguins. Du sang du cœur. Le sang transporte des gaz, des nutriments et des hormones et élimine les déchets des cellules. Le cœur pompe du sang dans les vaisseaux sanguins. La séquence de circulation sanguine dans le système cardiovasculaire est désoxygénée. Le sang des parties du corps coule vers le cœur. Le sang désoxygéné du cœur s'écoule vers les poumons pour y être réoxygéné. Le sang est oxygéné dans les poumons. Une fois oxygéné, le sang provenant des poumons retourne vers le cœur. Le sang oxygéné quitte le cœur et circule vers différentes parties du corps. Les différents types de vaisseaux sanguins sont les artères, les veines, les vénules et les capillaires. Notre cœur est composé de 4 chambres, l'oreillette droite, l'oreillette gauche, le ventricule droit et le ventricule gauche. Au sein du cœur, l'oreillette droite est connectée aux veines. Les ventricules sont reliés directement aux artères. Des valves auriculo-ventriculaires existent pour séparer les oreillettes des ventricules. 2 valves spécifiques séparent les ventricules des artères. Le sang est pompé par le cœur en 2 phases. Pendant le diastole, les ventricules se détendent et le sang coule dans le cœur. Pendant la systole, les ventricules se contractent et le sang sort du cœur. Un système gastro-intestinal. Dans ce module, vous apprendrez à comprendre le système gastro-intestinal chez les aînés, les troubles et symptômes gastro-intestinaux courants, les stratégies alimentaires et de gestion de la santé gastro-intestinale et quand demander un conseil médical pour les problèmes gastro-intestinaux. Regardons le module. Le système gastro-intestinal aide à la digestion et à l'absorption des nutriments. Pendant la digestion, les aliments sont décomposés et les nutriments dans les aliments sont absorbés. Ensuite, les aliments et les déchets indigestes sont éliminés du corps. Regardons les différentes parties du système gastro-intestinal. Ce système peut être divisé en canal élémentaire et d'autres organes qui aident à la digestion. Le canal élémentaire se compose de la bouche, du pharynx, de l'œsophage, de l'estomac, de l'intestin grêle, du gros intestin et de l'anus. L'intestin grêle est divisé en duodénum, digénum et ileum. Le gros intestin est divisé en cœcum et rectum. Le cœcum est attaché à l'appendice, un organe vestigial qui n'a aucune fonction dans le corps. Les autres organes qui aident à la digestion sont les dents, la langue, les glandes salivaires situées sous la langue et près de la mâchoire inférieure, le foie, la vésicule biliaire et le pancréas. Regardons maintenant le processus de digestion. La digestion commence dans la bouche lorsque nous ingérons de la nourriture, puis utilisons nos dents pour mordre, mâcher et broyer la nourriture en petits morceaux. La langue maintient la nourriture entre les dents lorsque nous mâchons. Lorsque nous ressentons la nourriture dans notre bouche ou que nous pensons à la nourriture, le cerveau envoie des signaux aux glandes salivaires.
Lorsque les glandes salivaires ont reçu le signal, elles commencent à produire de la salive. Une enzyme salivaire appelée amylase salivaire décompose les amidons alimentaires. La salive rend également la nourriture plus douce et agit comme lubrifiant dans la bouche, ce qui facilite l'aval. La langue et le mouvement de la bouche nous aident à avaler et à déplacer la nourriture vers le pharynx. Le pharynx est connecté au tube respiratoire et au tube digestif. Dans le pharynx, un lambeau souple de tissu appelé épiglotte ferme le tube respiratoire. Lorsque nous avalons de la nourriture du pharynx, la nourriture descend dans un tube musculaire appelé œsophage. Les contractions musculaires forcent la nourriture à travers l'œsophage jusqu'à l'estomac. La nourriture est mélangée dans l'estomac avec des acides et des enzymes produits par les glandes de la paroi de l'estomac. La nourriture est décomposée et finalement transformée en un liquide épais. Ce liquide épais est ensuite versé dans la première partie de l'intestin grêle, connu sous le nom de duodénum. Le foie, situé à droite de la partie supérieure de l'estomac, produit un liquide appelé bile, crucial pour décomposer les graisses. La bile produite par le foie est stockée dans la vésicule biliaire, qui se trouve juste sous le foie. Lorsque les aliments gras atteignent le duodénum, la vésicule biliaire libère la bile dans le duodénum pour aider à décomposer la graisse. Le pancréas, situé derrière l'estomac sur le côté droit, produit également des enzymes variées qui sont libérées dans le duodénum. Ces enzymes décomposent les protéines, les glucides et les graisses des aliments. La nourriture est ensuite transmise du duodénum au jejunum, où la plupart des nutriments et du glucose sont absorbés de la nourriture. La nourriture est ensuite transmise au iléum, où les vitamines et les autres nutriments restants de la nourriture sont absorbées et transmises au sang. Les parois de l'intestin grêle ont des projections en forme de doigts appelées villosités, qui sont connectées aux vaisseaux sanguins. Les villos aident à une meilleure absorption des nutriments dans les aliments. Les nutriments sont ensuite transférés dans le sang à travers les vaisseaux sanguins. Le sang véhicule les nutriments vers le foie. Les nutriments et le glucose absorbés par les parois de l'intestin grêle se rendent au foie et sont transformés, et toutes les toxines sont converties en substances inoffensives pour le corps. Le glucose est converti et stocké sous forme de glycogène dans le foie. Ensuite, lorsque l'organisme nécessite de l'énergie, le foie convertit le glycogène en glucose, qui est envoyé dans le sang pour produire de l'énergie. Les déchets non digérés sont transmis à la première partie du gros intestin, un pochet appelé cœcum. À partir du cœcum, les déchets passent dans la partie suivante du gros intestin, le côlon, où l'eau et les sels sont absorbés à partir des déchets non digérés. Les déchets sont ensuite transmis à la dernière partie de l'intestin, le rectum, pour être stockés jusqu'à ce qu'ils soient égissés. En fin de parcours, les déchets sont expulsés du corps par la dernière partie du tube digestif, l'anus. Résumons. Les parties du système gastro-intestinal sont la bouche, les dents,
la langue, les glandes salivaires, la pharynx, l'œsophage, l'estomac, le foie, la vésicule biliaire, le pancréas, l'intestin grêle, le gros intestin, l'anus. Les étapes du processus de digestion sont les suivantes. La nourriture est mastiquée par les dents. La salive commence la décomposition de l'amidon contenu dans les aliments. La nourriture est avalée et déplacée vers la pharynx. La nourriture descend à travers l'œsophage et finit dans l'estomac. Dans l'estomac, la nourriture est mélangée avec de l'acide et des enzymes pour former un liquide épais. Ce liquide se déverse ensuite dans l'intestin grêle. La bile produite par le foie et les enzymes produites par le pancréas sont sécrétées dans l'intestin grêle. La bile décompose et dégrade les graisses, tandis que les enzymes produites par le pancréas décomposent les protéines, les glucides et certaines graisses de notre alimentation. Les nutriments et les vitamines de l'alimentation sont absorbés par les parois de l'intestin grêle et transmis au sang dans les vaisseaux sanguins. Les nutriments sont transportés au foie. Les déchets non digérés passent ensuite vers le gros intestin. Enfin, les déchets transformés sont éliminés du corps humain par l'ouverture appelée anus. Le système musculo-squelettique. Dans ce module, vous apprendrez comprendre le système musculo-squelettique chez les personnes âgées, les affections musculo-squelettiques courantes et leurs symptômes, techniques pour gérer la douleur et maintenir la mobilité, et exercices et activités pour la santé musculo-squelettique. Regardons le module. Le système musculo-squelettique se compose des parties du corps qui donnent forme à notre corps, permettent le mouvement et protègent les structures internes. Le système musculo-squelettique se compose des os, des articulations, du cartilage, des ligaments, des muscles, des tendons et des bourses. Les os et les muscles remplissent également de nombreuses autres fonctions dans le corps. Examinons d'abord la structure d'un os et les différents os du corps. Il y a 206 os dans notre corps qui sont attachés ensemble pour former le système squelettique ou le squelette. Le squelette est l'ossature de notre corps. Le système squelettique peut être divisé en squelette axial et squelette appendiculaire. Le squelette axial comprend le crâne, la colonne vertébrale et le thorax. Le crâne protège le cerveau, tandis que le thorax et la colonne vertébrale protègent le cœur et les poumons. Le crâne, la colonne vertébrale et le thorax sont constitués de nombreux os. Les os du crâne sont les os crâniens et les os faciaux. Les os du thorax sont le sternum et les côtes. La colonne vertébrale contient de nombreux os appelés vertèbres. Le squelette appendiculaire comprend des os qui sont attachés au squelette axial. Ce sont les os de l'épaule, des bras et de la main, des hanches, des jambes et du pied. Les bras sont reliés au squelette axial par l'os de l'épaule ou scapula. L'autre os de l'épaule est la clavicule ou la clavicule.
Les os du bras sont l'humérus dans le bras supérieur et le radius est l'ulna de l'avant-bras. Le poignet possède de nombreux petits os appelés les carpiens. Les os de la paume sont des métacarpiens et les os des doigts sont des phalanges. Les jambes sont attachées au squelette axial par la ceinture pelvienne, qui est formée par les deux os de la hanche. Elle protège les organes du système urinaire, du système reproducteur, du côlon et du rectum. L'os de la cuisse est connu sous le nom de fémur. C'est l'os le plus long et le plus lourd du corps. La patella est l'os du genou, qui protège les articulations du genou. Les os de la jambe sous le genou sont le tibia et le péroné. Les os des pieds sont connus sous le nom de tarse. Les os à l'avant du pied sont les métatarses et les os des orteils sont les phalanges. Les os de la jambe et du pied supportent le poids total de notre corps, surtout quand nous sommes debout. Les os sont composés de calcium, de phosphore, d'autres minéraux et de substances organiques. La couche externe est une fine membrane connue sous le nom de périoste. Elle contient des nerfs et des vaisseaux sanguins qui nourrissent l'os. La couche suivante est la partie lisse et dure de l'os, connue sous le nom d'os compact. À l'intérieur de cette couche, il y a de nombreuses couches ressemblant à une éponge, connues sous le nom d'os spongieux. La partie la plus interne de l'os est la moelle osseuse. C'est une substance épaisse et gélatineuse. La fonction principale de la moelle osseuse est de produire des globules rouges. Elle stocke également des graisses et joue un rôle dans l'immunité. Les os sont attachés aux articulations. Aux articulations, il y a un tissu mou entre les os, connu sous le nom de cartilage. Le cartilage empêche les os de frotter les uns contre les autres. Les ligaments sont des cordons faits de tissu qui entourent les articulations et relient deux os ensemble. Les fibres élastiques dans les ligaments leur permettent de s'étirer un peu. Les ligaments renforcent et stabilisent les articulations, permettant le mouvement uniquement dans certaines directions. Regardons maintenant les trois types d'articulations dans le corps. Les articulations fixes ne bougent pas. Elles se trouvent entre les os du crâne. Ces articulations offrent principalement protection. Les articulations légèrement mobiles ne permettent qu'un léger mouvement. Les articulations de la colonne vertébrale entre le sternum et les côtes et entre les os pubiens sont légèrement mobiles. Les articulations mobiles ou synoviales se déplacent dans de nombreuses directions. Le cou, les épaules, les coudes, les poignets, les hanches, les genoux et les chevilles ont une mobilité libre. Voyons maintenant les muscles du corps. Notre corps comprend plus de 630 muscles, couvrant l'ensemble du système squelettique. Ces muscles sont collectivement connus sous le nom de système musculaire. Le système musculaire aide à maintenir la posture du corps et permet le mouvement. Les muscles du cœur fournissent la force principale pour la circulation du sang. Les muscles de l'œsophage, de l'estomac et des intestins aident au mouvement intestinal. Examinons maintenant la structure d'un muscle et les types de muscles dans le corps. Un muscle se compose de milliers de longues cellules musculaires en forme de fibres regroupées. Ces fibres sont constituées de protéines appelées myofibrilles, qui sont élastiques par nature. Le système musculaire comprend trois types de muscles différents. Les muscles squelettiques, les muscles lisses et les muscles cardiaques.
Les muscles squelettiques attachés à diverses parties du squelette comprennent des muscles qui sont soit striés, soit rayés. Ces muscles sont également appelés muscles volontaires, car leurs mouvements peuvent être contrôlés par nous. Par exemple, nous pouvons choisir de bouger notre main ou de marcher. Les mouvements comme mâcher, se gratter et cligner des yeux sont tous rendus possibles par ces muscles. Les muscles lisses sont des muscles involontaires, contrôlés par le système nerveux. Ces muscles se trouvent dans l'œsophage, l'estomac, les intestins et d'autres organes creux. Les muscles cardiaques sont des muscles qui tapissent le cœur. Les tendons attachent fermement les extrémités d'un muscle squelettique à un os. Ce sont des bandes de tissu faites d'une protéine solide appelée collagène. La bourse est un petit sac rempli de liquide qui se trouve sous ou sur un tendon. Ces bourses amortissent les tendons et les protègent des blessures. La bourse offre également un amortissement supplémentaire aux structures adjacentes qui sinon pourraient frotter les unes contre les autres, comme entre la peau et le coude, la rotule ou la région de l'épaule. Récapitulons. Le système musculo-squelettique donne forme à notre corps, permet le mouvement du corps, protège les structures internes. Le système musculo-squelettique est constitué des os, des articulations, des cartilages, des ligaments, des muscles, des tendons et des bourses. Le système squelettique peut être divisé en squelette axial et squelette appendiculaire. Le squelette axial comprend les os du crâne, du thorax, de la colonne vertébrale. Les os du squelette appendiculaire sont scapula, clavicule, humérus, radius, ulna, carpe, métacarpe, phalange, ceinture pelvienne, fémur, rotule, tibia, fibula, tarse, métatarse, phalange. L'os contient de nombreuses couches de calcium, de phosphore, d'autres minéraux et de substances organiques. La fonction principale de la moelle osseuse est de produire des globules rouges. Les os sont attachés au niveau des articulations. Le tissu mou entre les os est le cartilage. Les ligaments relient deux os ensemble. Les trois types d'articulations sont les articulations fixes, les articulations légèrement mobiles et les articulations mobiles. Le système musculaire aide à maintenir la posture du corps et permet le mouvement. Un muscle se compose de milliers de cellules musculaires en forme de fibres longues regroupées. Les différents types de muscles dans le corps sont les muscles squelettiques, les muscles lisses et les muscles cardiaques. Les tendons attachent un muscle squelettique à un os. La bourse se trouve sous ou sur un tendon pour amortir le tendon et le protéger des blessures. Les systèmes reproducteurs. Dans ce module, vous allez apprendre comprendre les changements dans les systèmes reproductifs des personnes âgées, problèmes et conditions courants. Aborder les problèmes de santé avec sensibilité et soutenir la santé reproductive des aînés. Voyons le module. La reproduction est le processus par lequel les êtres vivants forment de nouveaux individus de leur propre espèce. Chez les êtres humains, tant les hommes que les femmes sont impliqués dans la reproduction. Un descendant se développe à partir de la fusion de cellules spécialisées, appelées cellules germinales, une de chaque parent, mâle et femelle.
Voyons d'abord les différentes parties du système reproducteur masculin et leurs fonctions. La partie la plus importante du système reproducteur masculin est une paire de testicules. Les testicules sécrètent l'hormone principale, la testostérone, qui stimule les cellules pour produire des spermatozoïdes. Il est aussi responsable des caractéristiques masculines, comme la pilosité faciale, les épaules larges et la pomme d'Adam dans la gorge. Le cordon spermatique est composé d'artères, de veines et du tube qui transporte le sperme des testicules à l'urètre. Les autres organes aident à nourrir, protéger et transporter le sperme hors du corps. Le scrotum est la peau lâche qui recouvre les testicules. Il contient aussi de nombreux nerfs et vaisseaux sanguins. Les muscles spéciaux du scrotum lui permettent de se contracter et de se détendre selon la température ambiante. Il maintient la température des testicules légèrement inférieure à celle du corps, ce qui est important pour le développement des spermatozoïdes. Près de la base de la vessie urinaire, il y a des poches en forme de sac appelées vésicules séminales. Les vésicules séminales produisent le sperme, un liquide gris. De l'autre côté, les vésicules séminales sont connectées aux canaux éjaculateurs. Les canaux éjaculateurs traversent la glande prostatique. La glande prostatique sécrète des fluides qui nourrissent les spermatozoïdes. Dans la glande prostatique, les canaux éjaculateurs se connectent à un tube unique, l'urètre. L'urètre continue en dehors de la glande prostatique. Chez les hommes, l'urètre fait aussi partie du système urinaire qui expulse l'urine hors du corps. L'organe reproducteur masculin externe est le pénis, qui est utilisé pour la copulation. L'urètre passe à travers le pénis et s'ouvre à son extrémité. Le pénis est fait de muscles et est attaché à la paroi de l'abdomen. Il a une tige et une partie terminale conique appelée le gland. Le corps du pénis est cylindrique. Il est composé d'un tissu spécial, semblable à une éponge, qui contient des milliers de grands espaces. Le pénis contient également un certain nombre de terminaisons nerveuses sensibles. Les seules parties visibles du système reproducteur masculin sont le scrotum et le pénis. Voyons maintenant les différentes parties du système reproducteur féminin et leurs fonctions. Le système reproducteur féminin protège et nourrit le zygote jusqu'à ce qu'il se développe en bébé et naisse. Une autre fonction du système est de faciliter la sécrétion des hormones féminines qui contrôlent le cycle reproductif ou le processus de production des ovules. Ces hormones sont également responsables des caractéristiques féminines telles que l'élargissement des seins, l'élargissement des hanches et la graisse sur les cuisses. Le système reproducteur féminin peut être divisé en parties externes et internes. Les parties internes incluent les ovaires, les trompes de Fallope, l'utérus et le vagin. Les deux ovaires sont de petites glandes ovales, situées de chaque côté du corps.
les ovaires produisent des ovules. Les trompes de Fallope sont deux tubes étroits attachés aux ovaires d'un côté et à l'utérus de l'autre. Ces tubes sont le site de la fécondation. L'utérus est un organe creux en forme de poire, aussi connu sous le nom de matrice. Il peut être divisé en corps principal et en partie inférieure appelée le col de l'utérus. La paroi interne de l'utérus s'appelle l'endomètre. Le vagin est un canal musculaire qui relie le col de l'utérus à l'extérieur. Le sperme est reçu par le vagin pendant le coït. Le bébé naît aussi par le vagin. Reprenons. Le système reproducteur principal comprend deux testicules qui produisent des spermatozoïdes, deux cordons spermatiques qui transportent les spermatozoïdes vers l'urètre, deux vésicules séminales qui sécrètent du sperme pour fournir de l'énergie aux spermatozoïdes, deux canaux éjaculateurs qui transfèrent les spermatozoïdes des vésicules séminales à l'urètre, la glande prostatique qui sécrète un liquide pour nourrir les spermatozoïdes, l'urètre qui transporte les spermatozoïdes et le sperme hors du corps, le pénis qui est utilisé pour la copulation. Les parties internes du système reproducteur féminin incluent une paire d'ovaires qui produisent des ovules, une paire de trompes de Fallope où a lieu la fécondation des ovules, un utérus où un zygote se développe en bébé et un vagin qui reçoit les spermatozoïdes et permet la sortie du bébé à la naissance. Opening for the birth of a baby. Le système respiratoire. Dans ce module, vous allez apprendre à propos de comprendre le système respiratoire chez les personnes âgées, conditions respiratoires courantes et symptômes, techniques pour gérer la santé respiratoire et prévenir les infections et problèmes respiratoires. Regardons le module. Le système respiratoire nous permet d'inspirer de l'oxygène et d'expirer du dioxyde de carbone. Ce processus est aussi appelé respiration. Voyons d'abord les parties du système respiratoire, en commençant par le nez, qui est la seule partie visible du système respiratoire, est un organe sensoriel qui nous aide à sentir. Le nez est fait de cartilage et est recouvert de peau à l'extérieur. Les deux narines sont séparées par une paroi appelée septum. Le septum est constitué de fines pièces d'os. Tu peux aussi voir de petits poils à l'intérieur des narines. Dans le crâne, autour du nez, il y a des cavités creuses appelées sinus. Derrière le nez, la cavité nasale relie le nez à l'arrière de la gorge. La cavité nasale est séparée de la bouche par le toit de la bouche, appelé le palais. La bouche et la cavité nasale se rejoignent au pharynx, au fond de la gorge. Ils transportent à la fois la nourriture et l'air. Sous le pharynx, il y a la boîte vocale ou le larynx. Sous le larynx se trouve la trachée, composée d'anneaux de cartilage. Ces anneaux
donnent une forme à la trachée et la maintiennent ouverte. La trachée se divise en 2 tubes appelés les bronches. Chaque tube, appelé bronche, s'étend dans l'un des poumons. Les poumons sont une paire de grands organes, faits de tissu élastique. À l'intérieur des poumons, les bronches se divisent en de nombreuses branches avec des parois plus fines appelées bronchioles. Au bout de chaque bronchiole, il y a de petites chambres d'air appelées alvéoles. Chaque alvéole a un réseau de très petits vaisseaux sanguins appelés capillaires. Sous les poumons se trouve le diaphragme, qui est un muscle qui aide les poumons à inspirer et expirer de l'air. Les poumons sont protégés par la cage thoracique, qui est reliée à la colonne vertébrale à l'arrière. À l'intérieur, les voies respiratoires, y compris les narines, la cavité nasale, le pharynx, le larynx et la trachée, sont tapissées d'une couche mince et humide de tissus appelés membranes muqueuses et de poils microscopiques appelés cils. La membrane muqueuse produit une substance collante semblable à un gel appelé mucus. Les cils bougent de haut en bas pour expulser le mucus hors du système respiratoire. Maintenant, regardons comment nous respirons. Nous inhalons l'air par les narines et aussi par la bouche. Les particules de poussière ou les germes sont piégés par le mucus et les petits poils dans les narines et la cavité nasale. La cavité nasale réchauffe l'air et l'humidifie avant qu'il n'entre dans le pharynx. L'air passe par le pharynx, le larynx, la trachée et les bronches pour atteindre les poumons. Quand on inspire, les poumons se remplissent d'air. Le diaphragme s'aplatit et descend. La cage thoracique se soulève et s'élargit pour donner plus de place aux poumons. L'oxygène dans l'air passe à travers les parois des alvéoles, vers les capillaires, jusqu'aux globules rouges. Les globules rouges transportent l'oxygène vers le cœur. Alors, le cœur envoie les globules rouges avec l'oxygène vers toutes les parties du corps. Pendant ce temps, les globules rouges transportent le dioxyde de carbone des différentes parties du corps et atteignent le cœur. Alors, le dioxyde de carbone est envoyé par le cœur vers les capillaires, dans les poumons et libéré dans les alvéoles. Lorsque nous expirons, les poumons se contractent et le diaphragme se détend et se déplace vers le haut, poussant les poumons vers le haut pour évacuer le dioxyde de carbone. En même temps, la cage thoracique se détend et les côtes reprennent leur position initiale. Le dioxyde de carbone expulsé des poumons passe par les bronches, la trachée, le larynx et le pharynx et est finalement rejeté par les narines. Maintenant, comprenons comment nous pouvons sentir. Le bulbe olfactif, qui nous aide à sentir, est situé sur le toit de la cavité nasale. Le bulbe olfactif contient des récepteurs spéciaux qui sont sensibles à différentes odeurs. Lorsque ces récepteurs détectent une odeur, ils transmettent des signaux par le nerf olfactif au cerveau. Le cerveau interprète les signaux
et nous pouvons reconnaître une odeur. Récapitulons. Les principales parties du système respiratoire sont les narines, la cavité nasale, le pharynx, le larynx, la trachée, les bronches, les bronchioles, les alvéoles, les poumons. Le diaphragme et la cage thoracique bougent pour soutenir les poumons lors de l'inspiration et de l'expiration. Quand nous inspirons, l'air entre par les narines. Le mucus et les petits poils des narines et de la cavité nasale piègent les particules de poussière et les germes. La cavité nasale réchauffe et humidifie l'air. L'air passe par le pharynx, le larynx, la trachée et les bronches pour atteindre les poumons. L'oxygène dans l'air passe par les alvéoles dans les capillaires pour atteindre les globules rouges. Les globules rouges avec oxygène circulent des capillaires aux veines puis au cœur. Le cœur envoie les globules rouges avec de l'oxygène vers toutes les parties du corps. Quand nous expirons, les globules rouges avec le dioxyde de carbone des différentes parties du corps atteignent les capillaires. Les capillaires transmettent le dioxyde de carbone aux alvéoles. Les poumons expulsent le dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone passe par les bronches, la trachée, le larynx et le pharynx, puis est expulsé par les narines. Trills. Le processus de reconnaissance des odeurs est le suivant. Les récepteurs dans le bulbe olfactif au toit de la cavité nasale détectent les odeurs. Les récepteurs envoient des signaux au cerveau. Le cerveau interprète l'odeur et nous pouvons la reconnaître Le système urinaire. Dans ce module, vous apprendrez à comprendre le système urinaire chez les personnes âgées, les affections urinaires courantes qui les touchent, à reconnaître les symptômes et leur détection précoce, ainsi que des stratégies pour gérer la santé urinaire. Regardons le module. La fonction principale du système urinaire est d'éliminer les déchets du sang pour former l'urine et l'expulser du corps. Le système urinaire se situe sous le système digestif dans la région abdominale de chaque côté de la colonne vertébrale. Regardons d'abord les différentes parties du système urinaire. Une paire de reins est le principal organe du système urinaire. Les reins, qui ont la forme d'un haricot, aident à réguler la pression artérielle, le niveau d'eau et la teneur en sel dans le sang. Ils régulent également la production des globules rouges dans le corps. Une couche de graisse entoure les reins pour les amortir et les maintenir en place. La couverture extérieure de chaque rein est appelée la capsule. L'artère rénale amène le sang dans le rein et les veines rénales emmènent le sang hors du rein. À l'intérieur de la capsule, il y a 1 million d'unités de filtration sanguine dans le rein, appelées les néphrons. Le néphron se termine dans un conduit collecteur. Il peut y avoir de nombreux néphrons se connectant à un conduit collecteur. Et il peut y avoir de nombreux conduits collecteurs de ce type. Les conduits collecteurs se terminent dans une cavité à la base du rein.
Cette cavité dans le rein est reliée à un long tube appelé uretère. Les uretères sont ensuite reliés à la vessie urinaire. À l'autre extrémité, la vessie urinaire est reliée à l'urètre, qui est situé entre les os pelviens. L'urètre est resserré par les muscles sphincters. Voyons maintenant comment l'urine est formée et expulsée du corps. L'artère rénale amène le sang au rein. Le sang atteint les capillaires à l'intérieur du glomérule dans le néphron qui filtre le sang. Une partie de l'eau et des petites molécules dans le sang, comme l'urée, l'acide urique, le glucose, le sodium et les acides aminés, se dissolvent dans l'eau, passent à travers les parois des capillaires dans le néphron. Les grandes molécules de protéines et les cellules sanguines restent dans le sang. Le sang purifié passe ensuite à travers les capillaires et enfin dans la veine rénale. Le liquide filtré passe dans le néphron. Ici, des substances comme le glucose, les acides aminés, le sodium et une partie de l'eau sont réabsorbés par les parois du néphron. Le liquide restant peut maintenant être appelé urine, qui s'écoule vers le tube collecteur et enfin vers la cavité. L'urine s'écoule ensuite à travers les uretères et se collecte dans la vessie urinaire. Au fur et à mesure que l'urine s'accumule, la vessie se dilate. Cependant, les muscles sphincters se resserrent à la sortie de la vessie et empêchent l'urine d'être expulsée. Lorsque la vessie est pleine, les nerfs de la vessie envoient des impulsions au cerveau et la personne ressent l'envie d'uriner. Quand une personne est prête à uriner, les parois de la vessie se contractent et l'urine est expulsée du corps par l'urètre. Voyons maintenant comment les reins contrôlent la pression artérielle et le niveau de sel dans le corps. Les reins ont des cellules spéciales qui détectent la pression artérielle et le niveau de sel dans le sang. Si la pression artérielle baisse, ils libèrent une enzyme, la rénine, qui régule la pression artérielle. La rénine nous donne soif et nous fait désirer le sel, ce qui contribue à augmenter le volume sanguin et la pression artérielle. Plus de sel dans le sang fait que les tubules rénaux absorbent plus d'eau et expulsent moins d'eau dans l'urine. La rénine stimule également la glande surrénale à sécréter une hormone appelée aldostérone. L'aldostérone augmente la réabsorption de sel dans les tubules rénaux. À mesure que le sel dans le sang augmente, les tubules rénaux absorbent plus d'eau. Plus d'eau dans le sang augmente davantage le volume sanguin et la pression artérielle. Voyons maintenant comment les reins régulent le niveau d'eau dans le sang. Le cerveau surveille le niveau d'eau du sanguine. Si le sang contient trop peu d'eau, le cerveau ordonne à la glande pituitaire de libérer une hormone appelée hormone antidiurétique ou ADH. Cette hormone circule dans le sang jusqu'aux capillaires entourant le néphron et augmente l'absorption d'eau. Si le sang contient trop d'eau, alors moins d'hormones antidiurétiques est libérée, permettant ainsi à plus d'eau de passer dans l'urine. Voyons maintenant comment les reins régulent la production de globules rouges dans le corps. Lorsque les reins ne reçoivent pas assez d'oxygène dans le sang, ils sécrètent une hormone appelée érythropoïétine. L'érythropoïétine stimule la moelle osseuse à produire plus de globules rouges pour transporter l'oxygène. Récapitulons. Les parties du système urinaire sont les reins, les uretères,
la vessie urinaire et l'urètre. Un rein contient des millions d'unités de filtration, appelées néphrons. Le processus de formation et d'expulsion de l'urine est le suivant. Le sang atteint le glomérule par l'artère rénale. Le sang est filtré dans le glomérule et le liquide filtré, avec les molécules, passe ensuite par le néphron. Le néphron absorbe le glucose, les acides aminés, le sodium et une partie de l'eau. Le liquide restant, l'urine, passe dans les tubules collecteurs. L'urine passe ensuite dans l'urtère. Puis, l'urine passe dans la vessie. Enfin, l'urine est expulsée par l'urètre. Le processus de régulation de la pression artérielle et du niveau de sel est le suivant. Si la pression artérielle et le niveau de sel baissent, les reins sécrètent de la rénine. Si la pression artérielle ou le niveau de sel est élevé, aucune rénine n'est sécrétée. Le processus de régulation du niveau d'eau dans le sang est le suivant. Le cerveau détecte le niveau d'eau du sang. S'il y a trop peu d'eau, il ordonne à la glande pituitaire, dans le cerveau, de libérer de l'ADH. L'ADH voyage vers les reins et augmente la réabsorption d'eau. Si le niveau d'eau est trop élevé, aucune ADH n'est sécrétée par l'hypophyse et la réabsorption d'eau dans les reins est faible. Le processus de régulation des globules rouges dans le sang est le suivant. Lorsque les reins détectent un faible taux d'oxygène dans le sang, ils sécrètent de l'érythropoïétine. L'érythropoïétine stimule la moelle osseuse à produire davantage de globules rouges. Les changements liés à l'âge dans le corps. Dans ce module, vous apprendrez comment le corps humain change avec l'âge. Regardons maintenant le module. Le corps humain est une merveille de machinerie. Ses différentes parties travaillent ensemble pour le faire fonctionner. De la naissance à la mort, le corps change continuellement. Les différents organes et systèmes se développent de la naissance à l'âge adulte. À partir de la quarantaine ou plus tard, les organes et systèmes commencent à se détériorer. L'étendue et le moment de ces changements peuvent varier pour chaque personne en fonction de divers facteurs, tels que leur style de vie, leur génétique et leur alimentation. Voyons quelques changements qui se produisent dans le corps d'une personne en vieillissant. Commençons par apprendre comment la peau change. Avec l'âge, la peau perd de sa résilience et de son hydratation et devient sèche. À mesure que l'élasticité des tissus change, la peau se ride. Dans certaines zones de la peau âgée, la synthèse de mélanine augmente, entraînant des taches pigmentaires. Alors qu'un jeune adulte renouvelle les cellules épidermiques tous les 20 jours, pour une personne âgée, ce délai augmente à 30 jours ou plus. C'est pourquoi une blessure guérit beaucoup plus lentement chez une personne âgée que chez un jeune adulte. Le tissu sous-cutané sous la peau joue un rôle important dans l'ajustement de la température du corps. Avec l'âge, l'isolation naturelle que fournit la graisse sous-cutanée est perdue, ce qui fait que la personne a froid. Avec l'âge, les cheveux deviennent ébouriffés. Les cheveux deviennent gris en raison de la diminution de la production de mélanine dans les follicules pileux. Les ongles des doigts et des orteils
pousse plus lentement. La plaque de l'ongle s'épaissit et devient jaunâtre. Avec l'âge, la graisse dans les orbites qui soutient les yeux diminue et les yeux s'enfoncent dans leurs orbites. Les pupilles diminuent à environ 1/3 de leur taille par rapport à lorsqu'une personne avait 20 ans. Elles réagissent également plus lentement à l'obscurité ou à la lumière vive. Le cristallin devient jaune et trouble. En conséquence, l'acuité visuelle diminue progressivement et il devient difficile de focaliser les yeux sur un objet proche. L'humeur vitrée à l'intérieur des yeux commence également à se rétracter et crée de petites particules réduisant la clarté de la vision. Les muscles des yeux s'affaiblissent également, ce qui rend difficile le mouvement des yeux dans toutes les directions. Avec l'âge, une personne perd progressivement ses capacités auditives. Entre autres causes, cela est dû à la calcification des articulations entre l'enclume et l'étrier. Cela entraîne une réduction des vibrations de ces os et donc une diminution du son transmis. Avec l'âge, la perception des odeurs diminue. Cela est dû à la perte de cellules dans le bulbe olfactif du cerveau et à une diminution du nombre de cellules sensorielles dans la muqueuse nasale. La personne peut de plus en plus respirer par la bouche en dormant, ce qui conduit à une diminution de la production de salive. En raison des changements dans la trachée et le larynx, la hauteur de la voix de la personne peut changer. Avec l'âge, les muscles respiratoires s'affaiblissent. Les changements dans la poitrine et les poumons réduisent l'efficacité de la ventilation et des échanges gazeux. Comprenons quelques changements qui se produisent dans la bouche, les dents et les capacités gustatives. Dans la bouche, la quantité de salive qui aide à la digestion diminue. Il y a aussi une perte graduelle des papilles gustatives. Lorsque les dents d'une personne tombent, elle peut commencer à dépendre de prothèses dentaires. Tous ces changements ont un impact négatif sur le sens du goût, l'appétit et la nutrition de la personne. Les changements dans le système gastro-intestinal d'une personne, comme une augmentation du pH de l'estomac, rendent une personne âgée plus susceptible aux irritations gastriques et à l'intolérance aux aliments gras. Le système urinaire d'une personne change également avec l'âge. Les parois de la vessie deviennent épaisses et rigides. Donc, la vessie ne peut plus s'étirer autant qu'avant et peut contenir moins d'urine. En vieillissant, on subit aussi des changements squelettiques et musculaires. Les os perdent du calcium et deviennent fragiles. Les disques vertébraux s'amincissent à cause de la déshydratation. Certains aînés peuvent aussi ressentir une moindre sensation dans leurs pieds. Une personne peut perdre 1,5 à 3 pouces de taille tous les 20 ans. Beaucoup de personnes âgées prennent une posture voûtée et penchée vers l'avant. Les muscles proximaux, y compris ceux des épaules, des bras, des cuisses et proches de la colonne vertébrale, s'affaiblissent également avec l'âge. Si une personne devient inactive, leurs muscles moins utilisés peuvent progressivement dégénérer. Voyons quelques changements dans le système circulatoire. Au cœur, la paroi du ventricule gauche s'épaissit et l'oreillette gauche augmente. De plus, les valves deviennent plus épaisses et plus rigides en raison des dépôts de lipides et d'autres facteurs. Le cœur se contracte plus lentement qu'avant.
le débit sanguin fourni par l'artère au système circulatoire diminue également. En vieillissant, il y a des changements dans le système nerveux et les facultés mentales. Le poids du cerveau diminue d'environ 10%. Les cellules nerveuses se détériorent et meurent progressivement. Bien que la performance intellectuelle d'une personne sans troubles cérébraux puisse rester la même en vieillissant, elle peut devenir oublieuse et prendre plus de temps pour accomplir diverses tâches. En raison des changements dans le système nerveux central, le sens de l'orientation du corps se détériore. De plus, la sensibilité tactile, ou le sens du toucher, diminue également en raison de la perte d'un grand nombre de terminaisons nerveuses et des changements cutanés. Avec l'âge, une personne peut devenir moins sensible à la douleur. Des conditions normalement douloureuses peuvent ne causer qu'un léger inconfort chez une personne âgée. Par exemple, une personne âgée peut ne pas remarquer une brûlure. Une brûlure similaire peut être assez douloureuse pour une personne plus jeune. Avec l'âge, de nombreux changements physiques et mentaux se produisent. Comprendre ces changements vous aidera à être plus efficace et empathique lorsque vous vous occupez d'une personne âgée. Récapitulons. Avec l'âge, la peau devient sèche, ridée et peut développer des taches pigmentaires. Les plaies mettent plus de temps à guérir. Les cheveux deviennent clairsemés et gris. Les ongles poussent plus lentement. Les yeux s'enfoncent dans leurs orbites. La pupille devient beaucoup plus petite. Les lentilles deviennent jaunes et opaques, ce qui diminue la clarté de la vision. Les capacités auditives diminuent progressivement. Le sens de l'odorat diminue. La personne peut de plus en plus respirer par la bouche en dormant. L'efficacité de la ventilation et des échanges gazeux diminue. La personne peut perdre ses dents et son sens du goût peut diminuer, entraînant ainsi une perte d'appétit et de nutrition. La personne peut devenir plus susceptible aux irritations gastriques et à l'intolérance aux aliments gras. La vessie ne peut plus s'étirer comme avant et peut contenir une moindre quantité d'urine. Le calcium est réduit des os et les disques vertébraux deviennent minces. La personne peut perdre de la taille et adopter une posture voûtée, penchée vers l'avant. Dans le cœur, la paroi du ventricule gauche et les valves s'épaississent et l'atrium gauche augmente. Le cœur se contracte plus lentement et le flux sanguin fourni par l'artère, le flux sanguin vers le système circulatoire, diminue. Les cellules nerveuses se détériorent et meurent progressivement. La personne peut mettre plus de temps à effectuer diverses tâches et devenir oublieuse. Le sens de l'orientation de son corps se détériore. Le sens du toucher diminue. La personne peut devenir moins réactive à la douleur.